Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Aujourd'hui, on se retrouve en petite forme pour ce mois de juin, qui a été, ma foi, assez plein d'émotions, peut-être trop, niveau littérature. J'ai commencé le mois en lisant Crime et Châtiment, parce que je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Deuxième épisode de lecture XXL. Ça fait des années, ça fait 2 ans que j'ai envie de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Let's go. Et je le lisais avec une copine. Donc, double motivation. J'ai dévoré ce livre. Le problème, c'est qu'il m'a mis dans un état. J'étais folle, j'avais l'impression de devenir folle avec notre personnage principal. Pour des raisons de non-spoil, je vais pas nécessairement vous raconter de quoi il s'agit, juste le préambule, c'est quelqu'un tue quelqu'un et on va suivre la suite de ce meurtre. Ses conséquences. Donc, Dostoïevski, plébiscité, etc. Oui, c'est quelqu'un qui va vous retourner le ventre et tout. Alors moi, au début, quand j'ai fini le livre, j'étais tellement énervée que j'ai pas eu le ventre retourné, mais j'étais très énervée de cette fin que je trouvais un peu légère, un peu voilà. Et maintenant que ça fait quasiment 3 semaines, 1 mois que j'ai fini le livre, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu? Le mec est trop fort, il a réussi à me rendre aussi folle que son personnage, masterpiece. Du coup, à un moment, j'ai voulu enchaîner sur les frères Karamazov de Dostoïevski, et puis mon cerveau, bizarrement, n'avait pas envie de rentrer dans le livre, et je pense que j'avais clairement besoin d'une énorme pause quant au roman long et qui vous chamboule et qui vous donne mal au ventre. Donc je n'ai pas lu les frères Karamazov, en tout cas je ne suis pas en train de le lire pour l'instant, et j'attendrai cette même amie qui veut le lire avec moi, qui est toujours en train de lire Crime et Châtiment, et a raison, parce que c'est un livre qui se déguste, hein. Moi je l'ai dévoré mais j'aurais probablement pas dû. Bref, donc ça c'était ma première lecture du mois. Donc on est rentré dedans, bille en tête. Ensuite, j'ai eu envie d'une petite bulle d'amour, d'une petite douceur. J'ai eu envie de lire des textes qui parlent de sentiments positifs, d'amour. Est-ce qu'on comprend pourquoi? Oui, très probablement. Et du coup, j'ai relu un texte que j'adore et qui m'a fait tomber à nouveau amoureuse du théâtre. Et ce texte, c'est Andromaque de Jean Racine. Que vous dire de ce texte? Cette pièce est absolument fabuleuse. Elle vous parle Oreste, qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Oreste, qui est mort. Cette pièce est un bijou de la littérature française. C'est un bijou du théâtre, c'est beau, c'est en vers, ça rime, il y a des phrases qui sont absolument magnifiques. Je vous aimais infidèle, qu'aurais-je fait constant? Il y a un drama dans cette pièce qui est juste absolument incroyable. Il faut lire Andromaque de Jean Racine. Et à la suite de cette lecture, je me suis dit que j'allais lire tous les Racines. Donc, je suis en mission pour lire tous les Racines. Enfin, la mission après une pause. Mais je sais que je vais le faire. Probablement le mois prochain. Bref, Racine, absolument fabuleux, un dramaturge incroyable qui nous plonge dans la Grèce antique et qui m'a donné envie de relire l'Iliade et l'Odyssée. Je les ai pas relus, hein, pas de surprise. Pas de problème. Mais là, je suis vraiment dans un moment où j'ai très très envie de relire de la Grèce antique. Gardez-le en tête, on continue. Après avoir lu Andromaque, j'ai lu Lettre à D d'André Gorz. Et bien que ce texte soit ait reçu un accueil mitigé dans la sphère des gens qui aiment bien lire, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très humble de la part d'un homme de 80 ans qui a grandi dans les années 20 avec la société dans laquelle il a grandi, de réussir à prendre son courage à 2 mains et à écrire une lettre d'excuse à sa femme parce qu'il trouvait que l'hommage qu'il lui avait rendu n'était pas représentatif de tout l'amour et de tout le soutien qu'elle lui avait apporté. Alors oui, c'est très centré autour de lui, c'est pas aussi lyrique qu'un Racine, c'est pas aussi lyrique que apparemment les lettres d'amour de Camus à sa maîtresse, mais ça reste très beau, très humble, et pour une fois, contrairement à Camus, à Victor Hugo, c'est quelqu'un qui aime sa femme, et pas la petite sur le côté, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très tendre. Et après, j'ai entamé, je veux quand même vous en parler, j'ai entamé la lecture de À propos d'amour de Bell Hooks, qui est un livre qui parle de toutes les formes d'amour et d'essayer d'approcher la vie avec amour. Dit comme ça, c'est un peu wouhou, New Age, tous ces trucs un peu de nouvelles religions suite aux hippies qui reprennent un peu vous savez, les énergies, les pierres, etc. Bon, moi, c'est pas du tout mon délire. Et en fait, je trouve que c'est pas ça. Ça a l'air de ça, et par certains aspects, ça en est proche. En revanche, j'ai trouvé, et je suis toujours en train de lire le livre, mais je tiens quand même à le mentionner, je trouve que c'est un livre qui me remue parce qu'en fait, il me
met face à mes responsabilités dans les relations. Il permet d'identifier aussi des manquements qu'on peut avoir autour de ce qu'on peut partager avec les gens aimés. Et puis, ce que je trouve bien aussi, c'est que les chapitres sont divisés comme des petits essais, donc ils sont indépendants les uns des autres. Ils vont parler de l'amour dans le couple, de la communauté, de la famille, de l'amour envers soi-même. Et ça dépend un peu d'où vous en êtes dans votre voyage psychologique, mais en général, on a besoin d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même et les personnes autour de nous, donc famille, couple et soi-même, avant de réussir à s'intéresser vraiment à des principes plus grands de communauté, de planète, etc. Un peu la pyramide de Maslow, mais des émotions et de l'amour. Et donc, moi, pour l'instant, je suis plutôt bloquée dans ces chapitres-là. C'est pour ça que le livre, je l'ai pas encore terminé, mais franchement, c'est vraiment un bijou que je recommande à tous. C'est très inspirant, ça peut soulever de très intéressantes conversation, discussion, réflexion. Ça chamboule un peu, enfin, en tout cas moi, mais c'est bien. Ça chamboule dans le bon sens du terme. Et vous allez voir qu'on n'a pas fini d'être chamboulé, parce qu'après Crime et Châtiment et à propos d'amour, j'ai commencé à lire Albert Camus. Pourquoi est-ce que je me suis fait ça? Donc, à un moment, je me suis dit que j'allais vous tourner un petit vlog 24 heures de lecture avec moi. On va lire tous les Camus qui sont dans ma bibliothèque. J'en ai 6. J'avais déjà lu les Justes en début d'année, et là il me restait à lire La Chute, qui m'a été fortement recommandée et qui est dans ma liste des 30 livres à lire pour mes 30 ans, L'étranger, Cher Monsieur Germain, Le mythe de Sisyphe et La Peste. Bon, j'ai commencé par La Chute, et là, c'est moi qui ai chuté. J'ai chu, voilà. Je suis tombée, j'ai été secouée, j'ai été ébranlée. Je me suis vraiment projetée dans l'histoire. J'ai fait comme si on me parlait et du coup, ça m'a chla. Vraiment, j'ai trouvé ça grandiose. Comment vous en parler sans vous en parler? Parce que je trouve que la fin, si c'est la première fois que vous la lisez, il faut que ce soit un effet waouh. Donc je peux rien vous dire, mais en fait, c'est juste grandiose. Camus vous prend et vous met face à vos réalités. Voilà. Du coup, là, j'ai commencé à avoir une petite crise existentielle avec tous ces livres. Mais je me suis dit, qu'importe, continuons. Donc là, j'ai lu L'étranger, que je trouve un peu moins accessible pour le coup, dans le sens où, enfin, je sais pas, l'analyse a été moins facile pour moi. Il m'a fallu quelques jours pour vraiment comprendre ce qu'il a essayé de faire. Et j'ai l'impression que c'est un peu le principe de l'œuvre de Camus, c'est qu'il vous lance un miroir à la figure et il vous dit bon bah regardez, en fait, ce que vous critiquez, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Voilà. C'est tout. Et en fait, de lire et de le comprendre, et je ne sais pas ce qu'il met dans ses livres, je ne sais pas pourquoi ça a cet effet sur moi. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment, je sais que je suis pas toute seule, mais au-delà du lyrisme qu'il peut y avoir dans certaines de ces phrases auxquelles, à la première lecture, franchement, je n'ai pas du tout fait attention parce que j'étais trop dans l'histoire. Que ce soit pour La Chute ou pour L'étranger, j'étais trop dans l'histoire pour vraiment m'attarder sur ok, quel est le style, est-ce que c'est lyrique, est-ce que c'est chantant? Non. J'ai trouvé que ça se lisait très bien, j'ai trouvé que j'avais envie de dévorer, mais j'ai pas fait attention à ces phrases. En revanche, l'effet que ces livres ont eu sur moi, c'est assez incroyable. Donc, L'étranger, on connaît tous la phrase d'introduction. Aujourd'hui, maman est morte, ou c'était peut-être hier. Bref, et cette narration très froide, sans sentiment, sans émotion, qui nous paraît très dérangeante au début. En tout cas, moi, je sais que ce livre, je l'ai recommencé 3 fois, pas lors de cette session lecture, mais il y a 1 an, je l'ai recommencé 3 fois et j'ai jamais réussi à dépasser la page 5 parce qu'en fait, j'étais juste, je me disais, mais c'est qui ce type? J'ai pas envie de lire ce truc. Donc bref, je fais cette lecture, je suis chamboulée et tout. La fin, avec une phrase qui est une de mes préférées, je perds l'équilibre, qui est une de mes préférées, dans laquelle il dit quelque chose, non, je vais pas aller la chercher, dans laquelle il dit quelque chose du genre, il me reste suffisamment peu de temps pour vous dire que je ne veux pas m'intéresser aux choses qui ne m'intéressent pas. Et en fait, la vie est tellement courte que pour moi, c'est un rappel au fait de juste profiter. Et oui, parfois, il faut se forcer un petit peu quand on veut obtenir certaines choses, mais 80% du temps, faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses que vous aimez si c'est possible. Bien sûr, il y a les réalités de la vie, on va pas se mentir, mais voilà, petit rappel. Voilà, comme ça. Bref, donc moi, Camus, là, j'étais un peu à terre, donc je me suis dit, je vais pas lire La Peste tout de suite, je vais lire Cher Monsieur Germain, mon cher Monsieur Germain.
des lettres qu'il envoie à son professeur qui lui a changé sa vie en lui proposant de prendre une bourse pour continuer ses études. Grâce à lui, il est devenu écrivain, grâce à lui, il a gagné un prix Nobel. Et rien qu'en parlant de cette lettre qu'il lui a envoyée quand il a eu le prix Nobel, je pleure. C'était tellement beau cette façon qu'il a de rendre hommage à ses professeurs, à son professeur, qu'il l'a tellement aidé par une chose qui est certes son travail, mais un travail qui est tellement impactant sur la vie des gens, sur leur quotidien pour les nombreuses années à venir qu'ils ont à passer dans le monde de l'entreprise, que l'on a à passer dans le monde de l'entreprise. J'ai un amour infini pour les professeurs comme ça, qui font vraiment leur travail, qui prennent leur travail à cœur, qui essayent d'accompagner les élèves, qui voient parfois des choses chez eux et qui les poussent, et je trouve ça juste magnifique. Et d'ailleurs, à la fin de Cher Monsieur Germain, donc qui est le recueil de ces lettres qu'on a retrouvé, il y a le premier chapitre du roman de Camus qui s'appelle Premier homme, et dans ce premier chapitre, il fait appel à ses souvenirs d'enfance en créant un professeur qui serait inspiré de Monsieur Germain. Évidemment, du coup, j'ai envie de lire ce livre, mais voilà, bon, émotion, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir le lire. Je n'ai pas lu le premier chapitre parce que j'avais pas envie d'avoir envie, bref. C'est bon, Caro, on se reconcentre. Ensuite, j'ai pas réussi à lire pendant 2 jours. Et j'ai pas fait le lien tout de suite, je me suis dit, ah oui, mais en même temps j'ai beaucoup lu, etc. Puis j'ai commencé à lire La Peste. Et je suis bloquée. Voilà. Je suis complètement bloquée, incapable de progresser dans cette histoire. Alors de toute façon, la semaine, j'ai pas mal de trucs à faire, donc j'ai moins le temps de lire ces dernières semaines. Donc c'est un peu frustrant parce que je suis une personne qui aime bien se poser pour lire et qui aime bien prendre le temps de rentrer dans l'histoire. J'aime pas trop lire 5, 10 pages par-ci par-là, j'aime bien lire 50 pages, 100 pages, pendant des heures et des heures et des heures. Bon là c'est pas trop possible, mais ce livre pour l'instant, j'ai dû lire, mais je trouve que c'est vraiment l'art de ne pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Et je trouve ça assez fantastique la façon dont il l'a présenté. En revanche, je sais que dans La Peste n'est pas la peste, mais je n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Donc là, je suis en intrigue et j'espère profiter de mon dimanche pour pouvoir avancer dans cette lecture, peut-être la finir un moment. J'aimerais bien la finir avant de prendre une petite pause. Voilà. Et du coup, au milieu de tout ça, j'ai quand même lu des livres un petit peu plus légers, autres que Andromaque et Lettres à D. J'ai lu mon auteur doudou, Michael McDowell, qui est vraiment un auteur que j'ai découvert avec Blackwater, qui n'a pas du tout été une série coup de cœur, même si j'ai un sentiment particulier accroché à cette série, parce qu'il y a ma grand-mère qui l'a lu avec moi, donc je trouve ça assez chouette, il y a quelques mois. En revanche, quand je suis allée en librairie, j'ai vu qu'il avait d'autres bouquins, toujours édités chez Toussaint Louverture, j'aime bien acheter chez Toussaint Louverture. Et j'ai lu Les Aiguilles d'Or. Et les gars, j'ai adoré. Alors pareil, je l'ai lu, ça m'a pris du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps et c'est long, mais toujours cette écriture très agréable, très fluide. Il nous emmène dans un New York du milieu du 19e, avec des quartiers sales, des quartiers riches, les quartiers avec les prostituées, les voleurs, les meurtriers, et puis avec les politiciens qui manipulent les gens pour gagner de la prestance, gagner de la présence, enfin bref, j'adore. New York, les années 1800, fantastique. Et comme toujours avec Michael McDowell, c'est un peu gore, un peu horreur, moi j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé que c'est beaucoup mieux construit que Blackwater. J'ai trouvé qu'on avait vraiment des personnages plus complexes, qu'on était dans un décor qui me plaisait plus, parce que c'est un décor urbain. Et j'ai vraiment été transportée dans l'histoire, j'avais hâte de retrouver les personnages, de comprendre quelles étaient les petites techniques qu'ils avaient mises en place, de voir l'horreur des scènes, et les images très belles, très claires qu'il dépeint, ces couleurs rouges, ce bleu, l'opium, on sentait presque l'odeur de la fumée, l'eau du rhum, de l'opium mélangé avec de l'alcool. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a transportée, ça m'a fait voyager, comme la lecture que je lisais quand j'étais peut-être un peu plus jeune et qui me manque un peu parce que j'ai tendance à lire beaucoup de sujets très très lourds. Et c'est un peu mon problème de ce mois. Je n'ai pas su équilibrer du tout mes lectures. Et du coup, je sens que je suis un peu dans une difficulté de lecture, et je pense que ça tient au fait de lire beaucoup de classiques en ce moment. Normalement, je lis plus de fiction littéraire, des romans un peu plus modernes, donc je pense que je vais faire ça pour le mois prochain, et en plus j'ai des vacances, donc c'est le moment. Bref. Et j'ai aussi lu 2 pièces de théâtre, oui. Parce que du coup, quand j'ai du mal à lire, j'aime bien lire du théâtre, je trouve ça beau, je trouve ça facile d'accès.
on a les personnages, on a les descriptions des scènes, on a une époque dans laquelle c'est ancré, et puis là j'avais envie de lire du Victor Hugo, et j'avais Lucrèce Borgia sur mon étagère, donc j'ai commencé à le lire. Ce qui est bien avec les pièces de théâtre, c'est quand on lit 30 minutes, on a déjà lu un tiers du livre, donc il y a un petit sentiment quand même de se plonger dans l'histoire et d'être tout de suite avec les personnages qui est bien réalisé. Alors Lucrèce Borgia de Victor Hugo, j'ai bien aimé, mais j'ai quand même... J'ai un problème avec Lucrèce Borgia dans le sens où, donc, les Borgia, si vous ne les connaissez pas, c'est une grande famille espagnole, il me semble, qui après est allée, enfin, castillane, je sais plus. Bref, Espagne, on va dire, qui est allée à Rome et qui a réussi à prendre le siège du Saint-Père, enfin, du pape. Les gars sont devenus papes suite au comportement d'Alexandre VI, il me semble, qu'on a inventé le mot de népotisme. Quand vous favorisez des gens de votre famille pour certains sièges. Bref, ils ont pris le Vatican, ils l'ont retourné, et eux, c'était si tu t'opposes à nous, empoisonnement, décapitation, tromperie, on vous tue, blablabla. Donc les Borgia, ils sont connus pour être affreux. Et ils sont soupçonnés de crimes d'inceste et toutes ces choses horribles. Dans la pièce de Victor Hugo, on s'appuie beaucoup sur l'horreur du personnage de Lucrèce Borgia. Donc elle, pour moi, c'est un peu un instrument de ses frères, parce que de ses frères et de son père. Bref, on va pas rentrer dans le débat, de toute façon je suis pas historienne, j'en sais rien, mais ça m'a donné un peu cette vibe de ok, c'est Lucrèce, c'est une femme, du coup forcément elle est horrible. Bon là, heureusement, l'idée c'est que quelqu'un d'horrible, par la parentalité, peut être transcendé et devenir bon. On voit un peu ce combat interne qui se joue dans Lucrèce entre son éducation et les horreurs qu'elle commet et l'envie folle de se repentir et d'être meilleure. Et en fait, une fois que j'ai eu fini Lucrèce Borgia, que j'ai apprécié mais sans plus, j'ai lu la préface de Victor Hugo qui expliquait, donc qui présentait sa pièce, qui a été mal reçue parce qu'il y a beaucoup de blasphèmes. Et donc il disait que cette pièce, elle a été écrite au même moment que Le Roi s'amuse, qui est le pendant masculin de Lucrèce Borgia. Donc, j'ai été trouver sur internet, PDF, Le Roi s'amuse, Victor Hugo, et je l'ai lu. Et là, j'ai été conquise. C'est en vers, c'est beaucoup plus lyrique, et surtout, il y a eu un passage où Triboulet parle à Blanche, et j'ai été émue aux larmes de l'amour et de tout l'amour qu'il donne à sa fille parce que, justement, il n'a personne pour l'aimer et il n'a personne à aimer. C'est un homme absolument affreux physiquement, il est difforme comme le bossu de Notre-Dame, il a une bosse d'ailleurs. Oh. J'adore ce livre, Le Bossu Notre-Dame. Bref, il est bossu, il est le bouffon du roi, il lui appartient, c'est sa propriété, et le roi est affreux, François Ier, non marié, magnifique, qui couche avec tout le monde et qui passe sa vie à faire des orgies alimentaires et autres. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu Trois Mousquetaires, avec tous les gentilshommes qui sont présents, et à la fois un côté vraiment dramatique, vraiment dramatique avec cette fin. Oh, horrible, vraiment horrible. Et donc l'idée, c'est que là, c'est la parentalité qui va transcender l'horreur, cette fois physique, de l'homme, qui est Triboulet. J'ai beaucoup plus apprécié Le Roi s'amuse que Lucrèce Borgia. En revanche, dans les deux, et là c'est un énorme bémol pour Victor Hugo, qui est normalement un de mes auteurs préférés, mais dans les deux pièces, il y a ces phrases et donc ces croyances qui sont tellement néfastes et tellement dangereuses que l'on a entendues pendant des années et contre lesquelles on essaye de se battre aujourd'hui, qui sont que quand une femme dit non, en fait elle dit oui, que non est le petit frère du oui, que non c'est à quelques pas du oui, que finalement forcer les femmes c'est horrible, et je ne suis pas sûre, mais il me semble que dans Le Roi s'amuse, il y a quand même un viol. Moi là, j'ai du mal quand même. Je trouvais pas ça nécessaire. Donc sur ce sujet-là, en termes de féminisme, Hugo, on est à 0, nul, caput, rien. À côté, Tolstoï, je peux vous relire. Tolstoï a écrit dans Anna Karenina, je citerai comme exemple l'instruction supérieure des femmes, alors qu'il devrait la considérer comme funeste, il ouvre cours sur cours à leur intention. Mec, nul. Mais quelqu'un lui répond « Je crois au contraire que ces deux questions sont intimement liées l'une à l'autre. La femme est privée de droit parce qu'elle est privée d'instruction, et le manque d'instruction provient de l'absence de droit. N'oublions pas que l'esclavage de la femme est si ancien
que bien souvent, nous sommes incapables de comprendre l'abîme légal qui la sépare de nous. Il avait compris le patriarcat bien avant l'heure. Tolstoï est un génie. Anna Karenina est un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas lu, s'il vous plaît. Non! Bref, tout ça pour vous dire que Victor Hugo m'a énormément déçue dans son côté non féministe. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait de très belles phrases dans Le Roi s'amuse. Et mon mois s'est arrêté ici. Donc c'est un mois un peu en demi-teinte. J'ai eu besoin de beaucoup de romans courts. Au milieu de ces romans longs, là, j'avoue que j'arrive pas du tout à me motiver pour rentrer dans une autre lecture longue. Donc, très probablement, le prochain épisode de Lecture XXL après Crime et Châtiment va tarder parce que j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de légèreté. J'ai besoin de livres un peu plus, peut-être plus proches de la réalité, mais traités sur un sujet un peu plus léger. Des livres, surtout, qui ne me font pas tomber en crise existentielle, parce qu'une crise existentielle, il faut la digérer, donc il faut se poser des questions, il faut écrire, il faut penser, il faut parler. C'est long, c'est dense, c'est compliqué. Donc là, j'aimerais bien quelque chose de plus léger. Le problème, c'est que je n'ai plus de Michael McDowell, je n'ai plus de Racine, donc là je vais lire tout ça sur mes PDF, et en fait quand je regarde mes bibliothèques, je ne sais pas trop ce que je pourrais lire qui soit un peu léger. Parce que la littérature africaine, si vous n'êtes pas connaisseur, c'est traumatisant. À chaque fois, c'est traumatisant. Les BD qu'il me reste, bon, je pourrais lire Le Joker et Arline, je pourrais lire Les Carnets de la Mer Rouge, mais moi, ce que j'aime chez les montres de Émile Ferris, c'est ça, qui a été édité aux éditions Toussaint Louverture toujours, je suis pire pour Toussaint Louverture, en fait. Et qui, en ce moment, buzz un peu sur Instagram, parce que le 2e tome est sorti. C'est quand même des sujets lourds, j'ai l'impression. Bref, je n'ai que des livres lourds. C'est un problème. Vous savez ce qu'il me manque? Il me manque un Alexandre Dumas. Il me manque un... Non, mais j'ai envie de fiction littéraire. Je vais aller piocher là-haut. Et puis, on verra bien ce que j'ai lu finalement au mois de juillet. Parce que ça y est, on est déjà à la moitié de l'année. L'été est là. Vous devez avoir en France et dans l'hémisphère nord, dans les zones tempérées, des longues journées de 20 heures. C'est incroyable. Profitez à fond. Partagez-moi ce que vous avez lu. J'ai l'impression que c'était un petit peu une vidéo un peu décousue. J'espère pas trop. J'ai pas l'impression de vous avoir dit beaucoup de choses sur les livres, à part que j'ai été traumatisée ce mois-ci. Mais c'est aussi ce que j'ai été chercher, donc bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'était de très très bonnes lectures. Je suis ravie, malgré tout, d'avoir découvert Albert Camus, qui est parmi mes auteurs préférés, c'est officiel, parce que j'ai déjà envie de relire ses livres, parce que j'ai refeuilleté certains de ses livres, parce que des passages m'ont touché et que je pense qu'une deuxième lecture serait la bienvenue. Mais avant, on va essayer de finir La Peste. J'espère vous en parler le mois prochain. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour le prochain épisode de Lecture XXL. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous. Et ensuite... j'ai envie de vous dire, on verra bien. Je vous fais des bisous. Passez un très très bel été et on se revoit très vite. Bye bye!